La défense peut-elle être un investissement à impact? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine, sachant que le sujet peut diviser au sein des différents acteurs en matière d'investissement ESG. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hervé Guèze. Bonjour Hervé Guèze. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion actions et taux de Mirova. Il y a un sujet quand même. Alors ça fait 1 an et demi que le sujet est sur la table, mais depuis 2 semaines et depuis l'annonce du plan d'investissement de 800 milliards d'euros dans la défense au niveau européen, le sujet revient beaucoup de savoir si les fonds ESG doivent ou non investir dans cette thématique qui est la défense ou l'armement. Et Mirova s'est beaucoup exprimé sur le sujet. Vous défendez une position disant que les fonds ESG doivent faire partie dans un cadre précis de l'investissement dans la défense, parce que quelque part, il y a une méthodologie ESG qui pourrait s'appliquer et encadrer un petit peu. Oui, alors tout est dans un cadre précis. D'accord. Si on revient rapidement sur le sujet de l'ESG et de la défense, ce qui est, je pense, faut avoir en tête qu'il y a eu historiquement une approche qui était plutôt éthique. Bien sûr. Dans l'ESG, qui était de dire finalement certains investisseurs ne souhaitent pas financer ou s'enrichir sur des activités qu'ils considèrent comme potentiellement nuisibles ou dangereuses. Bien sûr. Donc, c'est toutes les listes d'exclusion. C'est ce que j'allais dire, c'est la base même de l'ESG, c'est d'exclure certaines activités. Oui. Le côté exclusion, voilà, parce qu'on ne veut pas. C'est pas dans la logique d'exclusion, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas, il faut rayer ces activités du monde. C'était des investisseurs qui disaient, moi, mon investissement, mon enrichissement personnel ne doit pas être corrélé avec une augmentation de la consommation d'alcool, une augmentation de la consommation de tabac, une explosion des guerres dans le monde. Voilà. Donc il y avait une position éthique qui était de dire, c'est mon argent, et donc mon argent, je ne souhaite pas qu'il aille sur ce type d'activité. Bien sûr. Ce qui s'est passé avec les enjeux de développement durable et la finance du développement récente a été de renverser la problématique et de dire, plutôt que de se poser la question qu'est-ce qu'on veut exclure, on va se poser la question de quelles sont les préférences. Quelles sont nos préférences et vers quoi on voudrait que ça aille. Alors vous pouvez me dire que c'est un peu de la dialectique, parce qu'une fois qu'on a fini de dire ce qu'on ne veut pas faire, on va vers ce qu'on préfère. Oui, bien sûr. Mais pas complètement quand même. D'accord. Les fonds, article 9, etc. C'est-à-dire faire des vrais choix de préférence, pas juste se dire on élimine quelque chose, mais vers quoi on veut aller. D'accord. Et donc les choix de préférence qui a été vraiment la position de Mirova depuis l'origine, c'était de dire quelles sont les activités sur lesquelles on considère qu'il y a une valeur ajoutée environnementale et sociale. Et pour considérer qu'il y a une valeur ajoutée environnementale et sociale, c'est évidemment un cadre de pays, de normes qui doit définir qu'est-ce qui peut être utile à la société. Bien sûr. Et donc c'est là où le sujet de la défense vient, c'est de dire, si on se replace dans le débat actuel, on voit bien que le sujet, est-ce que la défense peut être utile à la société ? La problématique auquel on a à faire face, on est dans un monde, qu'il faut le reconnaître, est en bouleversement majeur, pris en tenaille en géopolitique entre la Chine d'un côté, la Russie qui se désengage, et donc pour des investisseurs européens, se dire que les démocraties libérales étant attaquées, notre problématique de défense étant un enjeu majeur de souveraineté, on n'aura pas de souveraineté économique si on n'a pas de souveraineté de défense, on n'aura pas de souveraineté énergétique si on n'a pas de souveraineté de défense. Il faut se poser la question de dans quel cadre on pourrait tout à fait légitimement dire que des investisseurs européens se saisissent du sujet de la souveraineté européenne de défense pour en faire un enjeu auquel il faut répondre positivement. Bon, donc pour défendre quelque part la vision ESG sur les autres sujets, il faut intégrer la défense dans les investissements parce que ça fait partie quelque part du même mécanisme. Exactement, c'est le mécanisme des choix de préférence, c'est pas un positionnement éthique figé en faisant la liste de ce qu'on veut pas, c'est de se poser continuellement la question de qu'est-ce qui est utile aujourd'hui à nos systèmes de démocratie libérale, qu'est-ce qui est utile à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et se poser cette question-là, elle n'est pas hors sol et elle ne peut pas être figée. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde tous les fonds Mirova, il n'y a pas d'entreprise de défense. Pourquoi ? Parce que dans la façon de répondre à cet objectif, aujourd'hui, le compte n'y est pas. D'accord. C'est-à-dire ce que n'a pas fait l'Europe, ni d'ailleurs le monde, elle ne s'est pas mis d'accord sur finalement quels étaient les types d'armes controversées dont on ne voulait pas. Il y a des pays qui sortent des conventions d'Ottawa, d'Oslo sur les armes controversées. Elle ne s'est pas mis d'accord sur la liste des pays sur lesquels on pourrait exporter. Est-ce qu'on a le droit d'exporter du Moyen-Orient, etc. Donc, la question, c'est comment on définit ensuite effectivement notre modèle et ce qu'on veut réellement défendre. Exactement. Les conditions
conditions objectives pour faire un investissement en actions cotées en se disant on répond bien à l'enjeu de souveraineté européenne et pas à autre chose, aujourd'hui ne sont pas. Donc nous, c'était notre seul point, c'était de dire il n'est pas illégitime d'ouvrir le débat. D'accord. Pour autant, attention aux raccourcis que j'ai pu entendre chez les pouvoirs publics, comme c'est faux de dire que les positions des fonds ESG empêchent l'industrie de la défense de se financer. C'est pas ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que les fonds qui excluent la défense sont essentiellement des fonds article 9, qui représentent 3% du marché. Les fonds ESG, c'est 50% du marché. La plupart des fonds ESG font des screens ESG dans lesquels ils n'excluent pas la défense. Dans le monde des actions cotées, c'est pas tellement du financement, c'est plutôt du retour sur capital. Donc les actionnaires qui investissent dans les entreprises de défense ont plutôt du retour sur capital qu'ils injectent du nouveau capital. Donc il ne faut pas mélanger les débats. Voilà, ce qui nous paraît légitime, c'est de se dire, dans le monde obligataire, dans le monde du private equity, dans le monde de l'equity, si on veut traiter le sujet de la souveraineté européenne de la défense, est-ce que c'est une problématique de notre temps? Oui. Est-ce que c'est un enjeu important pour la transition écologique et sociale? Oui. On ne fera pas la transition écologique et sociale en Europe sans avoir une souveraineté. D'accord. Donc, est-ce que les fonds et les acteurs de la finance durable doivent se poser la question de comment on pourrait répondre à cette logique de souveraineté européenne des défenses? On pense que oui. Par contre, il faut définir le cadre. C'est ce que j'allais dire. De le faire. Donc, il faut un cadre. Il faut un cadre. Et ça, il faut un cadre au niveau européen. Il faut un cadre au niveau politique, au niveau réglementaire. Évidemment. D'accord. Évidemment, puisque aujourd'hui, ce que vous n'avez pas, c'est, il y a eu une déclaration récente, par exemple, du Premier ministre polonais, qui a dit on pourrait sortir des conventions qui interdisent les bombes à submission antipersonnelles. Alors la Pologne, c'est pas rien. Elle a pour objectif d'être demain la première armée sur le sol européen. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, pour les investisseurs français, par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire si d'un côté l'État français fait partie de ces conventions qui interdisent les bombes à sous-munitions et les mines antipersonnelles, et de l'autre côté, vous dites, dans la finance durable, il n'y a pas de problème, on peut financer des entreprises, des armées qui utilisent les bombes à sous-munitions antipersonnelles. On voit bien qu'il y a une incohérence totale. Par ailleurs, quelle serait la cohérence de dire qu'il s'agit de financer l'effort de souveraineté européenne de défense, et de dire qu'en fait, la progression des actions va être pas du tout forcément liée à ça, mais elle va être liée aussi à la capacité d'exportation dans plein de pays qui ne respectent pas ces normes, qui n'ont pas traité le traité de non-prolifération nucléaire, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur lesquelles il faut que, plutôt que de mettre à l'index les fonds ESG qui vraiment n'ont aucune responsabilité dans le manque d'investissement dans la défense, bien sûr, il faut que les pouvoirs publics se saisissent du sujet, qui est de dire, finalement, si on a un vrai sujet, puisqu'on veut accroître fortement les capacités et les investissements dans le monde de la défense, quel est le bon cadre qu'on doit mettre pour rassurer les épargnants, quelle que soit la forme que l'éventuel appel à l'épargne sera fait, pour rassurer les épargnants sur le fait qu'on financera bien ce sujet précis et pas autre chose. Mais Hervé Guez, il y a le temps réglementaire, le temps effectivement des pouvoirs publics pour mettre en place un cadre et le temps de l'entreprise et le timing d'investissement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre que les investisseurs divers et variés ou même investisseurs institutionnels attendent qu'il y ait ce cadre pour se positionner, ou que non, quand même... C'est pour ça qu'on a fait une proposition qu'on a mise sur la table, qui est de dire essayons d'appliquer l'innovation qu'a su mettre en place la finance durable pour financer les besoins de la transition écolique via les obligations vertes, bien sûr, sur le sujet de la défense. Rien n'empêche... Ce que vous appelez les European Defence Bonds, c'est ça? Oui. C'est ça, c'est une suggestion. Rien n'empêcherait aujourd'hui de se dire, s'il y a des besoins d'investissement, qu'ils soient au niveau européen, qu'ils soient au niveau de l'État français ou des autres États européens, qu'ils soient au niveau des groupes qui peuvent faire appel au marché obligataire, rien n'empêche de mettre en place de façon volontaire un cadre qui dit les fonds qu'on va lever vont être destinés seulement et uniquement au projet de réarmement des armées européennes et de bien définir ce cadre. Ça peut aller très vite, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de tous se mettre d'accord, il s'agit au moins de se dire, sur cet argent qui va être levé, voilà les conditions qu'on peut dire en termes de fléchage de ces financements.
Voilà, ça c'est une suggestion Bien pragmatique qui peut répondre à la problématique qu'on a soulevée. Suggestion pragmatique récente, hein, ça fait quelques jours effectivement que Mirova a pris la parole sur le sujet. Est-ce que vous avez eu des retours déjà d'autres acteurs qui seraient d'accord avec vous, peut-être des pouvoirs publics, parce que c'est quand même un sujet où il y a une notion de rapidité quand même à prendre en compte? Oui, alors c'est un sujet, pourquoi il y a cette actualité très forte, alors qu'effectivement la guerre en Ukraine, elle n'est pas nouvelle. Bien sûr. Il y a ce sujet, il vient sur la table parce qu'il y a eu ces besoins d'efforts d'investissement importants l'Europe se réveille. Elle se rend compte que l'armée américaine ne sera peut-être pas toujours là, donc l'Europe se réveille, donc elle se dit qu'il faut falloir investir. Et les industriels et le pouvoir public, avec une dose de mauvaise foi, se disent on a un problème. C'est l'ESG. C'est l'ESG. D'accord. C'est évidemment pas le problème, c'est pas l'ESG. Encore une fois, beaucoup de fonds ESG, et c'est discutable, investissent dans des entreprises de défense. Et encore une fois, le sujet, le besoin du financement, sur l'armement européen ou l'investissement en Europe, il n'y avait pas assez de commandes. L'Europe dépensait pas à plus pour sa défense. Donc ça, c'est quand même le gros sujet. Et le besoin de financement, d'innovation, d'ailleurs, ça a été dit par le président de la République, à la limite, c'est un sujet plus général qui concerne tout ce qui est du monde du non-coté sur les nouvelles technologies. On a une structure d'épargne qui est très orientée vers tout ce qui est liquide, peu de risques. Donc des obligations d'État, des grandes entreprises qui n'ont vraiment pas de sujet de financement. Donc si on veut traiter bien le sujet de la défense, il faut évidemment des investissements que l'Europe investisse. Encore une fois, l'Union européenne, l'État français ne trouvera pas de problématique pour financer ses besoins. Les grands groupes n'auront pas de problématique. Et si on veut adresser vraiment ce qui sont des nœuds à la capacité d'innovation et de transformation de nos économies, que ce soit sur l'innovation en termes de défense, où il y aura des sujets d'intelligence artificielle, de guidage technologique, etc. S'il s'agit de financer des PME, des grosses PME innovantes du monde du non-coté, en fait, c'est la structure de l'épargne et la façon dont on peut orienter les capitaux vers le non-coté qu'il faut traiter. Voilà, ce qu'on dit juste, c'est pas le... Donc la réponse sur les défenses mondes est de dire circuler, il n'y a rien à voir. Si on veut trouver un mécanisme de financement, on peut trouver sur l'ESG. Par contre, il faudrait traiter les vrais sujets d'orientation de l'épargne pour financer nos sujets de souveraineté environnementale, souveraineté sociale. On l'a vu pendant le Covid, ça a été un peu oublié, mais ça reste un sujet. Souveraineté technologique. Donc ça, évidemment, c'est des problématiques au cœur de la finance durable. Merci beaucoup Hervé Guez de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion actions et taux de Mirova. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.